aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité au regard de la loi portant code des collectivités locales ou code des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, qui consacre comme président du conseil constitutionnel, conseil régional, autant pour nous, un autochtone. L'autochtonie peut-elle jouer son rôle dans la consécration de l'état de droit? La question est posée. Nous revenons après cette halte. Alors, vous aurez compris que depuis plusieurs semaines, nous avons comme invité des hommes. Et en offre, on l'a fait savoir. Pourquoi des hommes? Pourquoi pas des femmes? Nous avons peut-être des questions, des réponses à cette question, mais c'est justement une dame qui va essayer de répondre à nos préoccupations. Une dame qui a choisi un chemin, le chemin des hommes. C'est pas facile de faire une thèse en droit public. C'est pas facile d'avoir comme maître un érudit du droit public, surtout lorsqu'on est une dame, avec tout ce qu'il y a comme concours pour tour et avatar. Nous avons aujourd'hui comme invité le docteur Cécile Ngok. Docteur, bonsoir. Bonsoir, docteur Atangana. Comment vous sentez-vous dans votre posture d'invité dans une chaîne de télévision, surtout dans une émission qui traite des thématiques du droit? C'est un grand honneur, c'est un privilège qui m'est fait d'être convié sur ce plateau et de pouvoir donner mon humble appréciation sur les thématiques de droit, notamment celle qui sera abordée aujourd'hui. Alors, docteur, pourquoi avoir choisi le droit public alors que d'aucuns voyaient beaucoup plus en cette fille une érudite du droit privé? Surtout quand on parle à cette fille, on convoque ici les membres de votre famille. On a fait 2 ou 3 petites recherches. Vous étiez mieux placé pour le droit privé que le droit public, qui est beaucoup plus un domaine réservé aux hommes. C'est vrai que le choix de me spécialiser en droit public n'a pas été évident. Partant déjà de la base, que les études de droit, en fait, j'ai décidé de les faire. C'était beaucoup plus dans l'optique de faire des concours. Les concours? Oui, des concours. Parmi lesquels les NAM? Parmi lesquels les NAM. Il faut le dire. Parmi lesquels les MIA. Les MIA? Oui. On voit les MIA, c'est beaucoup plus autorité aussi. Oui. Et au fil de l'évolution, également par un concours de circonstances favorables à l'université, parce que il a fallu déjà braver les niveaux. On savait que vous êtes sorti quand même aussi d'une école secondaire assez reconnue, le collège de la retraite. Le collège de la retraite, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc il a fallu braver les niveaux. Et puis au moment de choisir en 3e année entre le droit privé et le droit public, disons, notre cœur a davantage battu pour le droit public. Et puis nous avons apprécié le choix et nous avons continué dans cette lancée. Et si on vous parlait d'un monsieur, professeur Mavungu, avec son intitulé « Droit des obligations ». Mavungu Sana, professeur Mavungu, vous avez certainement connu, qui a été professeur de droit des obligations à votre époque et qui avait une particularité, c'est que ses étudiants en droit privé validaient sa matière en session de rattrapage. Ce que vous voulez dire, par exemple, docteur. Vous n'avez peut-être pas vécu ça, mais sur la centaine d'étudiants que le professeur Mavungu a pu, pas diriger forcément, mais qu'il a pu connaître, plusieurs reconnaissent que s'ils ont devenu des érudits du droit privé, parmi lesquels on peut citer un illustre avocat, c'est qu'il a validé la matière de droit des obligations en session de rattrapage. Pour vous, vous ne l'avez peut-être pas connu, mais on peut quand même se poser la question avec l'actualité, avec le professeur Tonotimi.
Alors, monsieur Timi, et vous, approche conflictuelle ou complémentaire? Ni conflictuelle, ni complémentaire. Bon, on fait un choix déjà par rapport à un certain nombre de prédispositions. Oui. Et honnêtement, je n'ai jamais été particulièrement attirée par le droit privé. Voilà. Oui, j'ai toujours été attirée par le droit public. Bon, peut-être je me disais que ça ouvrait davantage l'esprit. On comprend pourquoi le professeur Alain Franklin Ondoa, qui est spécialisé en droit communautaire, doyen honoré, il faut le souligner, professeur titulaire consulier, va accepter de vous diriger en thèse. Oui. Et c'était pas donné. C'était pas donné. C'était pas donné parce que le professeur Alain Ondoa et moi, notre collaboration date du Master 2. 2012. 2012, oui. 2012, oui. Donc, il venait sensiblement de rentrer de l'étranger. Exactement. Oui, donc, et pendant cette période-là, il nous dispensait d'un cours de droit communautaire. Il a donc sollicité quelques étudiants qu'il pourrait encadrer et je me suis rapprochée de lui. Donc, nous avons travaillé pendant cette période-là jusqu'à l'obtention de mon Master 2. Et par la suite, après qu'on ait lancé les sélections en thèse, je suis de nouveau allée le rencontrer pour qu'il continue de m'encadrer. Après quand même un temps de réflexion, il a accepté de poursuivre l'aventure avec moi. Donc c'est un très grand honneur, c'est une fierté de l'avoir eu comme directeur de recherche et j'ai beaucoup appris à ses côtés. On dit quand même que lorsqu'on est disciple du professeur, on devient érudit du droit. On peut naître disciple, à la fin on devient érudit. Alors, votre appréciation par rapport à cette appréciation? On est disciple, à la fin on devient érudit. C'est une appréciation fondée. Elle est fondée et j'adhère à cela. Parce que l'homme est une évolution. On va en s'améliorant. Au début, nous sommes un peu comme des embryons. Et à force de travail, à force de persévérance, à force de recherche, et même à force de volonté également, on s'améliore pour devenir des érudits. On n'oublie pas de dire que le professeur Franklin Alain Ondoa est le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé-Dosso. Ne devient doyen que qui peut, et ne devient pas qui ne peut pas. Tout à fait. C'est un peu ça. Donc on va évoluer, si vous êtes d'accord avec nous. Nous saluons justement toute la collectivité estudiantine et même enseignante de l'université Yaoundé-Dosso qui a perdu, il faut le souligner, un érudit du droit également, le professeur Monombo Cyril, le vice-doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, qui également nous a apporté, il faut le rappeler, dans nos différentes contributions, beaucoup plus en termes de droit constitutionnel, qui s'est éteint et ça bat 2 semaines aujourd'hui. Quelle est l'image que vous gardez de ce monsieur? Pour ça, mon Monombo, vraiment, paix à son âme, était quelqu'un de remarquable, un enseignant remarquable. Et c'est une très grande perte pour notre université. C'est une très grande perte pour le corps enseignant. Je garde de lui l'image d'un véritable bosseur. Un monsieur qui a inspiré beaucoup d'autres générations après lui et à travers lequel nous autres qui sommes encore en cours. Sur le chemin, vous le dites. Sur le chemin. Un personnage en lequel nous voyons un modèle à suivre. Et vraiment, cela nous a beaucoup affectés d'apprendre sa mort brutale. Droit public et femmes. Est-ce que ça ne pose pas quand même un problème? Puisqu'on reconnaît quelques femmes qui ont osé, il faut le dire. Si on cite même des professeurs, si on cite par exemple un professeur Oji Tokolo, on peut
se reconnecte en vous. On cite un docteur Magougoum, on se reconnecte en vous. On cite le docteur Momasso Minette, on se reconnecte en vous, mais quand même la quatrième, visiblement à l'université Avenue du Soir, c'est vous, mais avec beaucoup de fanfares. Les autres sont passés inaperçus, mais vous n'avez pas fait. Votre secret, c'est lequel alors, docteur? C'est déjà une grande fierté de pouvoir être comptée parmi ces rares femmes qui ont choisi de se spécialiser en droit public, qui ont persévéré, qui ont poussé les études. Et nos motivations, justement, étaient toutes ces enseignantes-là que vous avez citées. Et tout particulièrement le professeur Odile Togolo, qui m'a donné cours de droit fiscal, oui, de contentieux fiscal. Et quand je la regardais, ce charisme qu'elle affichait, c'est vrai qu'honnêtement, je n'affectionnais pas particulièrement la matière, mais la personne. Elle était très difficile, il faut le dire. Oui, très difficile. Mais cela m'a motivé à vouloir persévérer. Et de telle sorte que l'on puisse également me compter parmi ces rares femmes qui, Dieu voulant, auront également la chance de pouvoir enseigner le droit public. Non, vous avez l'opportunité, raison pour laquelle on convoque aujourd'hui une thématique assez spéciale pour vous, les minorités. On ne convoque pas les minorités de genre, mais on convoque tout simplement une minorité. Pour vous, que renvoie justement ce terme, minorité? Quand vous l'aviez au regard de l'évolution que vous avez convoquée, au regard des dynamiques que vous convoquez, la minorité ethnique renvoie à quoi? Vous pouvez ajouter à ça tribal, ce que vous voulez. Voilà. Le terme minorité ne fait pas l'objet d'une définition figée. Elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée, oui. Parce que c'est un terme qui peut renvoyer à tellement de critères. Tellement de critères. La minorité, elle peut être ethnique. Généralement, c'est celle qui est évoquée. Elle peut être religieuse, elle peut être... dans nos constitutions, oui, beaucoup plus ethnique. Oui, celle qui est consacrée dans la constitution camerounaise du 18 janvier 1996. Bon, il est vrai que la constitution consacre les droits des minorités et la protection des populations autochtones. Mais le constitution camerounais ne s'est pas appesanti sur la définition même du contenu du concept de minorité. Et donc, c'est davantage la doctrine qui s'est essayée à une certaine classification. Qu'entend-on par minorité? Que mettons dans le concept de minorité? Les qui? Quelles populations peuvent être considérées comme minoritaires? Qui peut être considéré comme minoritaire? Et si on procède maintenant par une approche comparative, la majorité. Ceux qui sont minoritaires ne sont pas majoritaires. C'est vrai. Voilà. Et maintenant, les qui sont minoritaires? Ceux qui ne sont pas majoritaires. Voilà. Ils peuvent être minoritaires du fait de l'ethnie. Ils peuvent être minoritaires du fait de la religion, du fait de la culture, du fait du sexe aussi. Du fait du sexe la aussi. La preuve, il y a un érudit du droit, le professeur Aliscom, en fait pas le professeur, madame Aliscom, maître Aliscom, qui a convoqué la minorité sexuelle en se référant à la disposition du préambule de la Constitution camerounaise, qui justement, quand on vous suit, qui ne définit pas, qui ne consacre pas un statut précis sur les minorités pour convoquer une minorité et pour pouvoir défendre cette catégorie, il faut le souligner, qui est pourtant réprimandée dans le droit pénal camerounais. Mais vous voyez qu'il y aurait dans son évolution une confusion ou alors une déréglementation entre la norme telle qu'elle est dite et telle qu'elle est justement présupposée. On parle ici du droit pénal camerounais qui devrait être conforme à la Constitution camerounaise. Au regard de la Constitution et le droit de constitution qui est prémuni en droit camerounais. Alors on évolue. Donc vous dites justement que les minorités ne sont pas clairement identifiées. Mais toutefois, quand on suit des ethnologues, on convoque tout de même une histoire
depuis la classe de cours moyen deuxième année, on nous convoque l'histoire des peuples pygmées qui seraient les premiers habitants du Cameroun. Pour vous, quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à cette histoire? Elle est biaisée ou elle est non fondée? Non, elle est totalement fondée. Elle est totalement fondée parce que, comme vous dites, c'est scientifiquement prouvé. Les anthropologues nous ont démontré qu'effectivement, la civilisation pygmée existait depuis bien assez longtemps. Oui. Donc, à mon sens, c'est fondé. Depuis bien avant même que l'on ne parle du Cameroun dans son 3e siècle, 6e siècle, avec les Carthaginois qui ont pu découvrir le char des dieux et ceux qui ont pu découvrir les crevettes en plein ruée en consacrant Antiodos Camaroès ou rivière des crevettes. Les Pygmées, on les considère comme les premiers habitants de la forêt équatoriale. Exactement. Tout à fait. Alors, quand on fait justement cette histoire et face à ce on peut découvrir, pas forcément au Cameroun, mais beaucoup plus en Afrique depuis un certain temps, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si protection des minorités rime avec autochtonie. Pour vous, vous faites un parallèle. Et quel type de parallèle faites-vous entre l'autochtonie et la protection des minorités? Effectivement, il y a... Surtout que lorsqu'on sait que dans la loi portant Code général des collectivités locales, qui a été adoptée en 2019, le 24 décembre 2019, on convoque le statut d'autochtonie au président du conseil régional. Est-ce que c'est parce qu'on voulait privilégier, protéger les minorités au Cameroun qu'on a eu à consacrer ce statut au président du conseil régional? Le préambule de la Constitution de la République du Cameroun consacre effectivement les droits des minorités et la protection des populations autochtones. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, pour ce qui est du parallèle, pour ma part, mon humble avis, effectivement, il existe une certaine corrélation entre les deux. Et considérant le fait que, comme nous le disions à l'entame, les minorités sont opposées à la majorité. Et celles maintenant que nous considérons comme les minorités, elles souffrent quand même de beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, même en termes d'affirmation. Et le fait que le constituant camerounais ait prévu cette disposition à travers le nouveau code des collectivités territoriales qui stipule clairement que le président du conseil régional doit être une personne autochtone. Oui. C'est aussi une manière de poser un cadre juridique allant dans le sens de garantir les droits de ces minorités-là, de ces populations autochtones. Est-ce que les minorités, ou alors la consécration des droits des minorités, ou la reconnaissance des droits des minorités ne remet pas en cause la conscription de l'identité nationale? Parce que justement, nous aurons en face ceux qui défendent ce phénomène, ou c'est pas un fléau, ce phénomène, ou cette identité, et d'autres qui s'opposent à cette identité, une autre. Je ne vous apprends rien, vous avez quand même lu l'article du professeur Luc Sinjo, qui consacre dans cet article l'identité du nous, en se posant la question de savoir, au regard de la Constitution 96, comment constitutionnalise-t-on le nous en droit public camerounais? Or, le nous ne renvoie pas forcément au nôtre, qui pour lui devrait être, au regard du préambule que vous avez suscité, notre patrie, notre patrimoine, notre peuple. Or, quand on convoque le nous, ça renvoie à une identité beaucoup plus tribale, une identité ethnique qui renvoie à une connotation. Elle peut être religieuse, comme vous l'avez dit, elle peut même être du genre, comme elle peut être également tribale. Pour vous, quelle est l'appréciation que vous faites
entre la construction d'identité nationale, nous, le Cameroun, le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, préambule de la constitution camerounaise, élément de son identité, affirme qu'il est une nation, à l'article que vous venez de convoquer, consacrant justement l'autochtonie, c'est-à-dire le président du conseil régional comme étant un autochtone de la région, alors qu'on doit construire une nation unie, une et globale. On voudrait avoir votre appréciation par rapport à ces deux données qui forcément ne sont pas conflictuelles, mais qui peuvent être tout simplement complémentaires. Ça dépendra justement de l'orientation que vous devrez donner à votre réflexion. Avant de vous répondre, je vais convoquer un autre article de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1986. En son article 19, qui dispose que tous les peuples sont égaux. Tous les peuples. Tous les peuples sont égaux. Aucun peuple ne peut se considérer comme supérieur aux autres. Tous les peuples sont égaux. Et maintenant, même ces minorités, effectivement, celles-là que nous considérons comme des minorités, sont des éléments constitutifs de la nation camerounaise. Ces populations autochtones sont des éléments constitutifs de la nation camerounaise. Et elles ne sauraient être discriminées ou considérées comme inférieures aux autres ou alors entraver le processus de construction de la nation camerounaise. Au contraire, elles participeraient davantage de la construction de cette identité nationale. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est d'abord une communauté de personnes qui vivent ensemble sur un territoire, qui ont un passé commun, une histoire commune et qui se projettent dans l'avenir ensemble. Le fait que les minorités soient, disons, mieux encadrées, le fait qu'elles soient mieux encadrées déjà par les textes et que maintenant, dans la pratique, on essaie effectivement de les arrimer à ce qui doit être fait. Cela ne peut qu'améliorer le processus de construction de la nation camerounaise. Le but, au final, c'est lequel? De construire une nation une et indivisible, avec tous ses constituants, tous les peuples qui constituent la nation camerounaise. Que l'on soit pygmée, que l'on soit Mboro, que l'on soit Bassa, que l'on soit... Nous tous, nous faisons partie de la nation camerounaise en devenir. Mais, docteur, pourquoi dans la fête du 8 mars? C'est une question piège. Pourquoi dans la fête du 8 mars, lorsqu'on convoque des minorités, pas forcément des minorités du genre? Mais ça, c'est le protocole de Maputo, quand même en 2002. Mais pourquoi la fête du 8 mars, où on constate quand même des revendications dans lesquelles les femmes voudraient davantage s'affirmer? Seraient-elles opprimées? Seraient-elles davantage exaltées? Ou alors elles se saisissent tout simplement de la tribune qui leur est offerte pour pouvoir revendiquer un certain nombre de fléaux qu'elles vivent, de tares qu'elles vivraient en sourdine? Pour vous, l'appréciation entre émancipation des femmes, surtout que le droit camerounais consacre un principe, la protection de la femme et des enfants, parmi la constitution que vous avez convoquée, et la famille aussi, elle est consacrée dans la constitution camerounaise. Mais pourquoi, au regard de cette consécration, on convoque encore une fête du 8 mars qui convoque un certain nombre de festivités inhérentes justement à l'émancipation de la femme? Pour vous, protection des minorités du genre, c'est-à-dire pas forcément sexuel tel que le définissait l'avocat Alice Com, mais du genre, rime-t-elle avec encadrement des droits de la femme ou des droits des femmes? Vous-même, vous savez que c'est au fil de l'évolution que les droits des femmes ont été davantage consacrés. Au fil de l'évolution. On peut citer Rosa Parks aussi. Ah oui, justement, parce que elles ont longtemps été reléguées
au second plan, vraiment. Considérés comme des êtres inférieurs, incapables de s'affirmer même. Et vous avez cité le protocole de Maputo tout à l'heure. Effectivement, c'est un protocole qui consacre, qui reconnaît les droits des femmes. Les femmes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture, quelle que soit. Maintenant, c'est un texte, parmi tant d'autres, qui consacre les droits des femmes, qui reconnaît aux femmes la possibilité de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Le fait que on ait décidé d'accorder une journée spéciale aux femmes le 8 mars au Cameroun, déjà qu'il faut préciser qu'il s'agit d'une journée internationale. Oui, elle n'est pas seulement célébrée au Cameroun, elle est célébrée dans de nombreux autres pays de par le monde. Et au Cameroun, certes, il y a ce côté festif, comme toute fête. Ce côté festif est toujours accompagné d'un certain nombre de festivités. Mais au-delà de cet aspect festif, il y a parfois des tables rondes qui sont organisées, il y a des conférences, il y a des séminaires au cours desquels, justement, les femmes émettent un certain nombre d'avis par rapport à la manière dont évoluent les choses, par rapport à leur place au sein du gouvernement, par rapport à leur place à des postes de responsabilité. Et le 8 mars, c'est une occasion pour elles, certes, de faire un certain nombre de revendications, mais également de pouvoir apprécier le cheminement qui a été fait jusque-là. Donc, pour vous, vous verrez bien une place, un jour, une femme devenue présidente de la République du Cameroun. Mais bien sûr, pourquoi pas? Ça s'est fait, ça continue de se faire dans de nombreux autres pays. Même aux États-Unis, il a fallu de peu. Hillary Clinton serait devenue présidente des États-Unis, de la nation la plus puissante du monde. En France, tu le sais. Ah oui, et donc, mais on ne peut qu'encourager cela. Au détriment des hommes? Non, pas du tout au détriment des hommes. Au contraire, les hommes occupent toutes les sphères. Les hommes sont représentés à tous les niveaux de la société. Et parfois, les femmes, vous pouvez arriver dans un domaine, vous n'en rencontrez même pas une. Parmi lesquelles le domaine de l'enseignement en droit public à l'université de Yaoundé. Elles sont bien peu nombreuses, et je ne peux qu'encourager, je le dis toujours à mes étudiantes, dans mes groupes de TD, dans les cours que je dispense ici et là, je le dis toujours à l'entame de mes propos à mes étudiantes, je les encourage. J'encourage tous les étudiants en général, mais très particulièrement les femmes. Êtes-vous misogyne? Pas du tout. Pas du tout. J'encourage simplement les femmes à oser et à persévérer. À ne pas se dire qu'elles sont inférieures aux hommes ou qu'elles ne peuvent pas faire mieux que les hommes ou aussi bien que les hommes. Donc, j'encourage. Ok, c'était soit au clair de ce 30 juillet 2021. Nous avons suivi le docteur Cécile Ngor qui encourage les femmes, même les dames, à oser. En Occident, on voit des dames conduire des taxis, tout à fait. Des dames devenir mères, des dames députées, des dames qui osent même à la fonction du président de la République. Donc il faut que les dames osent. Mais ce n'est pas parce que les dames osent que les hommes doivent également dormir. Non, ils ne devraient pas dormir, mais ils devraient quand même permettre également aux femmes de franchir un certain nombre de caps. D'où le respect du protocole de Maputo. Oui. Ah oui, il faut le faire. Donc nous saluons ici la charmante équipe qui vous accompagne cet après-midi. Nos amitiés au directeur de la Goulé-Cra Chanel, au superviseur général, au superviseur au pluriel, la révérende Crescent Babouké, son illustre époux, Oswald Babouké et Landry Sossomba. Bonsoir et à vendredi prochain.